Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Merci d'avoir choisi la Radio Publique Africaine. Bienvenue à ce rendez-vous d'actualité de ce samedi 12 novembre 2022, dont voici les grands titres. Le gouvernement du Burundi menace de récupérer les stations-service de certains pétroliers qualifiés de grévistes. L'annonce a été faite ce vendredi par le porte-parole du président de la République que vous allez écouter dans cette édition. À la une également, la hausse des prix de presque toutes les denrées de première nécessité inquiète les habitants de la ville de Bujumbura. Non seulement ils mangent à peine une fois par jour, mais aussi ils n'osent pas affronter les frais de location des maisons qui augmentent du jour au lendemain. Enfin, nous irons au camp des réfugiés de Nakivale en Ouganda pour parler du calvaire que vivent les femmes demanderesses d'asile. Tout de suite les détails. Ouvrons cette édition sur la page des droits de l'homme et les enquêtes sur des personnes assassinées, crimes et assimilés au suicide ne devraient pas se faire uniquement dans la province de Kayanza. Réaction de la Ligue burundaise des droits de l'homme ITK. En chair, Nicolas Guizé, président de la Ligue ITK, appelle plutôt au gouvernement de commanditer des enquêtes à travers tout le pays. Toutefois, en chair, Nicolas Guizé salue le fait que le gouvernement reconnaît qu'il y ait des gens qui soient assassinés ici et là à travers le pays, mais que leurs morts soient assimilés au suicide. Suivez plutôt en chair Nicolas Guizé, il est président de la Ligue ITK. À la Ligue ITK, nous avons toujours prié pour que le gouvernement puisse s'investir et éradiquer ces criminalités qui se sont généralisées dans tout le pays. Donc, nous sommes très contents d'entendre que le Premier ministre a pris la question en main. On espère des résultats dans le proche futur. Les auteurs de ces crimes pourront être poursuivis pour ces actes qu'ils ont commis. Nous saisissons cette occasion pour inviter le gouvernement de ne pas faire ça uniquement dans la province de Kayanza, mais qu'il faut faire dans tout le pays. Surtout dans la province de Chibitoki, où la Ligue ITK a toujours inventorié beaucoup de cadavres. Des enquêtes n'ont pas été diligentées pour connaître les mobiles de ces assassinats, les auteurs, l'identité des victimes. Donc c'est dans ce sens que le gouvernement du Burundi pourra recouvrir la paix. Donc si le gouvernement s'investit pour éradiquer l'impunité, et les réfugiés, les investisseurs pourront avoir envie de venir dans ce pays, investir ou contribuer au développement. Donc, nous saluons le statut du Premier ministre. Et donc, ces injonctions, on espère qu'ils ont un suivi qu'il faut. C'était en chair Nicolas Guizé, président de la Ligue des droits de l'homme ITK. Et le gouvernement du Burundi menace de récupérer les stations-service de certains pétroliers afin de participer dans la distribution du carburant et ainsi faciliter la tâche à la population. L'annonce a été faite ce vendredi par le porte-parole du président de la République à la sortie d'une rencontre quadripartite qui avait été présidée par le président Ndayishimiye en province de Mwaro. Selon Alain Diomede Nzeyimana, les longues files d'attente qui s'observent actuellement chez différentes stations-service sont causées par ces propriétaires de stations qui ne veulent plus vendre ces produits. Le gouvernement les prend pour des grévistes. Je vous propose d'écouter Alain Diomede Nzeyimana, porte-parole du président de la République. On a parlé de l'insubordination. Vous avez déjà entendu que les grèves sont bannies au Burundi, mais vous allez vous étonner d'entendre qu'il y a des gens qui sont en mouvement de grève depuis des jours. Ce sont les commerçants du secteur carburant. Ils sont prévenus qu'il y aura des mesures qui seront prises, puisque comme vous le constatez, l'on commençait petit à petit à nous remettre avec la crise du carburant. Mais voilà qu'il y a des gens qui refusent de vendre du carburant. Alors, il est grand temps que des mesures soient prises contre ces gens. L'on va remplir du carburant dans leurs tanks et revendre pour faciliter la tâche à la population. Par la suite, ces gens seront rayés de la liste des investisseurs dans le secteur carburant. Pour rappel, il y a quelques mois, le président de la République avait annoncé avoir pris à main la question du carburant après avoir constaté que certains Burundais sont responsables d'une pénurie artificielle du carburant dans l'intention de provoquer une révolte populaire.
Je vous le disais en titre, la vie chère est devenue problématique en mairie de Bujumbura à cause de la hausse des prix de presque toutes les denrées de première nécessité. Constat d'un habitant de la mairie de Bujumbura qui affirme d'ailleurs que nombreux sont ceux qui présentement mangent une fois par jour. Nous, les habitants de la mairie de Bujumbura, rencontrons des difficultés dans notre survie quotidienne qui sont liées au fait que les prix des denrées alimentaires ont augmenté de façon spectaculaire. Le prix d'un kilo de riz est passé de 2400 à 3500 et là, je parle des simples riz. Le kilogramme de haricots qui s'achetait entre 1400 et 1600 se vend aujourd'hui à 2400. Tandis que le kilogramme de bananes qui coûtait entre 700 et 800 francs s'achetait à 1500 francs. Pour les pommes de terre et le maïs, on n'en parle plus. Pour nous qui avons des familles et beaucoup d'enfants, nous préférons acheter le riz et les haricots seulement. Sinon, tous les prix ont été revus à la hausse. Cette hausse des denrées alimentaires a donc incité les propriétaires des maisons de location à revoir à la hausse le loyer. Les habitants de la mairie de Bujumbura demandent au gouvernement et à tous ceux qui pourraient aider de leur venir en aide. Tout ça donc vient s'ajouter à la hausse du montant de loyer car les propriétaires nous disent que tout a augmenté de prix et ainsi ils ont aussi augmenté le montant du loyer. Tous les problèmes s'abattent alors à cette personne qui a une maison, qui a des enfants et qui les enseigne. Il est donc au retour des écoles qui est aussi revoit à la hausse du minerval. Un fonctionnaire à qui tout le monde croyait que pour lui ça va au moins, il te dit que l'année se termine en nous laissant dans les dettes et se demande à quel sens se vouer. Peu de familles essaient de manger 2 fois par jour, mais il s'agit ici des familles qui ont de moyens. Pour le thé et le paix serait devenu un rêve, car si tu parviens à en donner aux enfants, c'est-à-dire que tu vas manger dans la mi-journée, nous demandons donc au gouvernement et tout autre bienfaiteur de voir quoi faire pour nous supporter en prenant des décisions qui allèrgent le fardeau du peuple. Tout ça est donc étonnant du moment qu'il y a une production qui pourrit dans les stocks et dans la GESA, alors qu'en réalité, elle est là pour contrer la hausse des denrées sur le marché. On se demande si au moins quelqu'un pense à la population ou non. Dans les jours à venir, vous allez entendre des corps sans vie découverts dans des ménages à cause de la famine. De Bujumbura Cap sur Chibitoke pour parler de vols répétitifs de la nourriture destinée aux enfants de l'école fondamentale de Kamakara en commune de Rugombo. Les parents des élèves pointent du doigt le directeur de la dite école d'être responsable de ce vol. Le point avec Dominique Claire et la Pumpe. Il ne mérite même pas d'être un directeur à cause de ce qu'il fait. Quelqu'un qui ose détourner la façon destinée aux élèves est un peu qualifié. La personne qui est accusée de cette mauvaise conduite est le nommé Sylvain Munyakazi, directeur de l'école fondamentale Kamakara, connue comme Fondation Hope. Selon les parents et des enfants de cette école, ce directeur Sylvain Munyakazi n'hésite pas à vendre la ration alimentaire destinée aux élèves de cet établissement. Comme l'indique l'un des parents, une autre quantité de vivres est acheminée à la maison de ce directeur. Le directeur de l'éducation Afrobet Kibitoki s'est rendu à l'école fondamentale de Kamakara pour constater lui-même ces cas de vol commis par Munyakazi Sylvain et il n'a eu aucun mot à dire. Ainsi donc, nous demandons à la commission chargée de lutter contre l'immobilisation de l'arrêté car toute la ration alimentaire destinée aux élèves à régime d'internat octroyé par le programme alimentaire mondial de l'huile, le riz et autres a été vendue par ce directeur et une autre quantité a été livrée chez lui. Ça nous a tellement étonnés et nous sommes restés dans la désolation totale. À considérer son comportement, les parents et des enfants de cette école faut savoir qu'ils ne méritent pas d'être un éducateur de leurs enfants et demandent que des enquêtes soient menées par rapport à cette situation. Il ne mérite pas d'être un éducateur, encore moins un directeur. Quelqu'un qui ose voler la façon de ses propres élèves
alors que cette ration est destinée à ces élèves durant le temps qu'ils passent à l'école. Cet emploi expérimenté est plus si il ne coûte personne que les enquêtes soient amorcées à son égard et dans les médias, surtout qu'actuellement les denrées alimentaires sont devenues très chères au marché. Comment une telle autorité peut voler une sans à cause de tout ça, vous m'en dites. Nous ne pouvons pas tolérer tout ça, que les choses soient claires et qu'il peut tout ce qu'il a déjà volé. Nos sources à l'école Kamakara en commune Rugombo font savoir que personne n'ose affronter ce directeur parmi le personnel de l'établissement pour lui demander quoi que ce soit. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre la direction de l'enseignement en commune Rugombo. Depuis maintenant 4 jours, 5 salles de classe de l'école fondamentale Ruzira en commune Matana de la province de Bururi n'ont pas de toiture. Il a été emporté par le vent violent. Pour le moment, une partie des élèves suivent les cours dans les salles empruntées. Les parents des élèves de cette école plaident pour la réhabilitation de ces salles de classe afin de permettre aux élèves de meilleures conditions d'apprentissage. Le point avec Eric Neonzima. Les fortes pluies de mardi dernier ont endommagé la toiture de 5 salles de classe à l'école fondamentale de Ziva en commune Matana de la province de Bururi. Depuis, les parents indiquent que les enfants étudient dans des conditions difficiles. Les salles de classe sont insuffisantes, même si le président de la commission des parents a contribué à la réhabilitation de 2 salles de classe endommagées. Pour ne pas laisser les enfants rester à la maison pendant longtemps, les responsables de l'école ont dû faire recours aux salles empruntées à une église et une structure de santé voisine de l'école. Les toitures de 5 classes se sont envolées, mais il y a 4 autres salles de classe en bon état. Certains élèves sont dans ces salles, d'autres sont allés dans une église et une autre maison construite par une ONG qui compte installer un hôpital dans les enceintes de cette école. Le responsable de cet hôpital n'a pas apprécié cette mesure. Il leur a demandé de chercher un autre endroit où placer ses élèves. Ces parents demandent à l'administration et aux responsables du secteur chargé de la prévention et de gestion des catastrophes d'aider pour la réhabilitation de ces salles qui restent. Nous, les parents d'élèves à cette école, nous demandons aux administratifs, au ministère de la Solidarité et au secteur de la prévention et de gestion des catastrophes de nous aider dans la réhabilitation de ces salles de classe afin que les enfants puissent étudier aisément. À l'entretemps, la double vacation permet d'occuper les élèves qui s'apprêtent déjà à la période des examens. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables de l'éducation en province de Bururi pour connaître plus sur le plan de réhabilitation des salles de classe endommagées. Merci à toi aussi, Eric Nyonzima de Bururi. Rendons-nous à Gitega pour parler de la route pavée du quartier Yoba, située dans la capitale politique où une bonne partie de cette route a été emportée par les eaux de pluie de ce jeudi. Toutes les pierres qui constituaient le pavement ont été emportées par les inondations. Cette route n'avait pas encore totalisé une année depuis sa construction. Les habitants du quartier Yoba, qui par ailleurs avait contribué dans sa construction jugée d'incompétence, la société qui a exécuté ce projet. C'est un reportage signé Elodie Diveremèche. La route pavée, qui a été endommagée suite aux pluies de jeudi dernier, se situe au quartier Yoba dans la ville d'Ogitega. C'est une route distante d'un peu plus d'1 kilomètre. Elle a été endommagée sur une distance de plus de 300 mètres. Les pierres qui la pavaient ont été totalement emportées par les eaux de pluie, qui est qu'il est difficile de croire si cette partie était pavée auparavant. Pourtant, la remise de cette route date d'au moins d'une année, selon certains habitants du quartier Yoba. Ces derniers insistent également sur le fait que cette route n'avait pas été bien pavée, car peu de mois après sa remise, elle manifestait déjà des lacunes. Ce qui a poussé, selon toujours nos sources, la société de construction ECAM, qui était le maître du chantier, a procédé manu militari aux travaux de réhabilitation après plusieurs indignations. D'où cette société ECAM est remise en cause par les usagers de cette route, surtout les habitants du quartier Yoba, qui lui reprochent le manque de compétences. Pour expliquer cela, ces habitants donnent ainsi l'exemple des autres routes pavées de la ville de Gitega qui restent en bon état après plusieurs années de construction malgré d'intenses pluies.
se basant sur les contributions par ménage estimées à 20 000 francs burundais pour la réhabilitation de cette route, certains habitants de Yoba demandent qu'elle soit de nouveau réhabilitée rapidement. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables de la société ECAM qui a exécuté les travaux de construction, de même que les responsables de la commune Gitega pour en savoir plus sur le plan de réhabilitation de cette route. Merci à toi aussi, Eloge Diveremesha. Je vous le disais en titre, carveurs de femmes burundaises qui demandent asile au camp de Nakivale en Ouganda. Certaines d'entre elles sont en train de mettre au monde, mais font face au manque criant de nourriture et d'abri. Elles dorment à l'abattoir. Comme conséquence, les maladies dues au froid commencent à s'attaquer aux nourrissons. Le détail avec Elvis Nyomongere. C'est la voix d'une des femmes parmi les Burundaises demandeuses d'asile au cas de réfugiés de Nakivale en Ouganda. Il y a une semaine qu'elle était de mettre au monde. Elle, avec d'autres femmes qui ont mis au monde dans cet environnement, indique qu'elle traverse des moments difficiles avec les bébés. Ils n'ont rien pour bien entretenir le nouveau-né. Nous n'avons pas de moyens pour prendre soin de nos bébés. Ces bébés sont maladifs, mais on n'a pas d'argent pour leurs soins. Nous dormons dehors avec nos bébés et ils sont frappés par le froid, la pluie et les moustiques. Nous n'avons pas à manger également. C'est vraiment calvaire et personne ne nous vient en aide. Les maris de ces femmes disent que cette situation les fait marre, incapables de subvenir aux besoins de leur famille. C'est un grand problème, surtout pour ces mamans avec des bébés. Passer la nuit dans le froid pour les personnes fragiles comme les bébés, c'est pas chose facile. Nous n'avons personne pour les aider et nous-mêmes, alors que nous sommes incapables. Donc, c'est seul Dieu qui peut nous sauver. Les responsables des réfugiés promettent toujours qu'ils pourront faire quelque chose pour nous, mais en vain. Au cours de 4 semaines écoulées, 4 femmes burundaises demandeuses d'asile ont mis au monde vu les conditions dans lesquelles sont en train de naître ces enfants. Ces Burundais demandent au personnel habilité en Ouganda de revenir en aide pour qu'ils puissent être acceptés comme réfugiés. Il est à signaler que les Burundais qui demandent asile au cas de Nakivale en Ouganda sont autour de 120 familles et campent dans les enceintes de l'église de Rubofu. Ils demandent asile depuis maintenant 6 mois pour la plupart. Merci à toi aussi, Elvis Nyomongere. Après cette petite transition, c'est le mini-magazine au cœur de la société. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui parle de la problématique de rapatriement des réfugiés burundais. Au cœur de la société vous est présenté par Emile Nivasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le HCR et certains gouvernements de différents pays de la communauté est-africaine sensibilisent ces derniers mois les réfugiés burundais pour un rapatriement dans leur pays d'origine, surtout ceux qui résident dans les camps des réfugiés. Mais au début de ce mois de novembre, le gouvernement du Burundi a déploré le fait que ce rapatriement ne se passait pas comme prévu. Qu'est-ce qui empêche ces Burundais de rentrer dans leur pays d'origine en réalité? C'est ce que nous allons voir au cours du mini-magazine au cœur de la société de ce 12 novembre 2022. À la présentation, c'est Emile Nibasumba. Bienvenue. Le 2 novembre dernier, il y a une semaine, la réunion de 3 jours organisée par le HCR et le gouvernement du Burundi se clôturait à Bujumbura. La haut-commissaire adjointe du HCR, Kelly Clement, était sur place. Le chargé des questions des réfugiés au sein du ministère de l'Intérieur, Nestor Bimenyimana, a déclaré ce jour-là que les effectifs des rapatriés étaient très faibles. c'abarundi ibihumbi 70 bazohunguka bavuye mu bihugu bahungiyemo ariko
Par exemple, pour cette année, nous avions prévu un rapatriement de 70 000 Burundais. Mais aujourd'hui, nous sommes le 2 novembre et nous n'avons pas atteint même 20 000 rapatriements. Vous voyez qu'il y a un relâchement. Nous avons conclu un partenariat avec la Tanzanie, notre pays voisin, qui héberge le plus grand nombre de réfugiés burundais, de rapatrier 1400 Burundais par semaine. Mais à cause de ce manque de volonté des réfugiés, nous accueillons moins de 50, parfois même 17, 15 rapatriés par semaine. twakira abarundi bari munsi ya 50 mbere ndetse hari naho bishika tukakira abarundi bari mu 10, 15, 17 murumva ko ivyo bintu birateye amakenga gose. Vous comprenez que c'est inquiétant. C'est pourquoi nous avons demandé au HCR de nous aider pour voir s'ils peuvent se rapatrier. Nous ne comprenons pas pourquoi ils ne rentrent pas. Le pays est en paix. Et dans le processus de développement aussi. Nous avons approché nos partenaires et certains réfugiés pour connaître la raison et ils nous ont dit que même ceux qui se rapatrient ne sont pas bien traités. Igihugu gifise amahoro ntaco tuma badahunguka. Igihugu kiri ku murindi w'iterambere utomoye ntaco tuma badahunguka. Rero mu byo batubwiye no mu byo tumva kuma amatwa dusumira bavuga bati n'abahungutse ntibafashwe neza. Qu'est-ce qui empêche ces Burundais de rentrer dans leur pays d'origine? Nos confrères de la radio Inzamba ont parlé à certains d'entre eux qui sont hébergés dans différents camps de réfugiés de la communauté est-africaine. Moi, réfugié du camp de l'État, la raison qui me pousse à ne pas répondre à l'appel du gouvernement est que le motif de ma fuite n'est pas encore initié favorable. On assiste toujours à des tueries de personnes innocentes, des enlèvements et des harcèlements de ceux qui ont déjà rapatrié. Au cas où le problème qui entre les réfugiés auront une issue favorable, telle que la paix pour tous, les biens des réfugiés seront remis, je rentrerai, car la vie en exil n'est pas bon. Personne n'est ravi de vivre en exil. D'ailleurs, nous sommes étonnés des discours des autorités tanzaniennes et burundaises qui nous disent que il y a la paix et la sécurité au pays. Est-ce que cette paix et la sécurité conchante toujours? C'est pour nous seulement les réfugiés qui se trouvent en Tanzanie? Ou bien c'est une paix, c'est pour tout le monde. C'est pour les journalistes, c'est pour les défenseurs des droits de l'homme, c'est pour les hommes politiques qui sont toujours en exil. Je pense que nous répondrons massivement à l'appel lancé par ces autorités-là le jour où les médias indépendants émettront sur le sort burundais. Le jour où les défenseurs des droits de l'homme seront de retour et les hommes politiques, je pense que ce jour-là, tout le monde se précipiteront à s'inscrire sur la liste du rapatriement. Si moi je ne réponds pas à l'appel du gouvernement burundais de rentrer au pays, ça dépend de plusieurs raisons. D'abord, l'insécurité, le manque de liberté d'expression, des corps sans vie trouvés chaque jour, la tyrannie du parti au pouvoir, et l'enlèvement des opposants que j'ai fuis existe encore. Ensuite, ceux qui rentrent au pays sont enlevés ou maltraités, ce qui les pousse encore une fois à fuir. Toutes ces raisons sont pour moi une barrière au retour au pays. Au micro de nos confrères de la télévision Renaissance, l'ancien vice-président de la République, Frédéric Bamvuginyumvira, indique que le HCR et le gouvernement du Burundi passent à côté du vrai problème. Lorsque j'analyse le déplacement des populations des jeunes Burundais qui quittent le Burundi pour l'Europe via la Serbie, je crois qu'il est très clair que beaucoup de jeunes aspirent à quitter le Burundi. Je rencontre souvent les gens qui sont passés par la Serbie, qui arrivent fatigués, démunis de tout, et ils disent voilà, nous sommes sauvés. Comment justifier qu'il y a la paix et qu'il y a justement le déplacement des populations de l'intérieur vers l'extérieur du pays? Donc c'est une contradiction. Et pour eux, la sécurité, s'ils tuent des gens en silence, avec des cordes, avec des massues, avec toute autre forme, moyen pour tuer les gens, et qu'il n'y a pas de détonation d'armes, on ne peut pas dire qu'il y a la paix. Non, il n'y a pas de paix. Cet ancien président de la Commission nationale de réhabilitation des sinistrés demande au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés de traiter de la même façon les réfugiés, quel que soit leur pays d'origine. Nous demanderions au HCR de considérer les réfugiés burundais
comme un réfugié ukrainien, comme réfugié somalien, irakien, comme réfugié vénézuélien. Donc il faut qu'il soit considéré comme tout réfugié, indépendamment de son origine. Et ne pas dire que au Burundi il y a de la paix. Il n'appartient pas au HCR d'apprécier que dans un pays il y a la paix ou non. Ce n'est pas ça sa mission. Les gens ne rentrent pas parce qu'il n'y a pas d'assez de paquets retour. Les gens ne rentrent pas parce qu'il y a d'autres raisons. Ça veut dire les raisons qui ont poussé le réfugié à partir à l'extérieur. Les mêmes raisons sont là. S'il y a la paix, les Burundais vont rentrer sans forcing. Que nous observons, c'est une méthode contre-productive. Jusqu'au 31 octobre 2022, la Tanzanie comptait plus de 145 000 réfugiés sur son territoire, tandis que le Rwanda en comptait plus de 50 000. Jusqu'au 30 septembre 2022, la République démocratique du Congo, elle, abritait plus de 41 000 réfugiés burundais, tandis que l'Ouganda abritait plus de 40 000. Jusqu'au 30 juin 2022, il y avait plus de 20 000 réfugiés et demandeurs d'asile burundais sur le territoire kenyan. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 12 novembre 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Niwasumba. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi aussi, Émile Niwasumba. C'est parti que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la présentation, vous étiez avec Onésime Edouchimagi. Bon week-end à tous. Onésime Edouchimagi. Bon week-end à tous. Onésime Edouchimagi.